chers collègues, avant de vous présenter ici à Besançon, dans la fraîcheur de ce Palais des Sports, les termes de cet accord stratégique que nous vous proposons de contracter avec l'État, je voudrais vous rappeler quelques éléments de contextualisation qui donnent un peu de sens au travail que nous avons conduit avec l'État, en complément d'ailleurs des propos de notre présidente en début de séance. D'abord, je sais que nous sommes nombreux ici à y avoir pensé, je peux difficilement évoquer ce sujet sans penser à celui qui, en 1982, ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire, avait initié la première génération des contrats de plan État-région. Il s'agit évidemment de Michel Rocard. La France de l'époque venait à peine de s'engager dans la décentralisation. Les régions, ceux qui peuvent s'en rappeler le feront, étaient administrées par les préfets et les conseillers régionaux de l'époque, jusqu'en 1986, regardaient passer les trains, si vous me permettez de forcer le trait. Cette 7e génération de contrats de plan s'inscrit évidemment dans une configuration très différente, à la fois inédite et hautement complexe. Désormais, nos collectivités territoriales, et au premier rang d'entre elles les régions, assument des compétences importantes, encore insuffisantes d'ailleurs à mon goût, et réalisent 70% de l'investissement public. Le rapport de force entre l'État et nos collectivités n'est plus le même, la décision est beaucoup plus partagée et le chef de file des politiques publiques est plus souvent la région que l'État. Ce contrat de plan est aussi profondément marqué, et vous le savez bien toutes et tous, par la crise sanitaire, économique, sociale exceptionnelle qui nous touche dans nos vies, dans nos entreprises et sur nos territoires. C'est donc dans ce contexte foncièrement différent que nous avons engagé, que notre présidente a engagé les négociations pour la période 2021-2027. Alors, finalement, que retenir de ce document? D'abord, vous rappelez l'importance de l'accord de relance, qui est partie intégrante de ce CPER, adopté par notre Assemblée le 10 décembre dernier. Il s'agit en effet de l'un des accords de relance les plus ambitieux de France, là aussi la présidente l'a rappelé tout à l'heure, et qui occupe les 2 premières années de notre programmation. Pour mémoire, cette enveloppe relance 2021-2022 prévoit la mobilisation d'1,250 milliard d'euros au bénéfice de la Franche-Comté, de tous ses habitants, de tous ses territoires et de tous ses acteurs. Je voudrais vous dire, mes chers collègues, que depuis le mois de novembre et encore cet après-midi, de nombreuses affectations de crédits émargeant au plan de relance sont adoptées ou seront adoptées. Deuxième élément marquant de ce CPER, l'élaboration de ce contrat croise, vous le savez, une période électorale avec le renouvellement des assemblées départementales et régionales, prévu normalement en juin prochain, si la pandémie est suffisamment jugulée d'ici là. Troisième caractéristique, un accord stratégique préalable, si je puis dire, avec l'État qui détermine une maquette globale où figurent nos priorités et les enveloppes allouées, puis une déclinaison opérationnelle décalée démocratiquement à l'automne prochain. Je m'en expliquerai un peu plus tout à l'heure. Quatrième point clé de ce CPER, son volet territorial. Il sera décliné via les contrats de relance et de transition écologique. Ces derniers, je dois le dire, font encore l'objet d'une négociation avec l'État, pas forcément sur le fond, mais presque plutôt sur la forme et sur ses périmètres, et ils seront signés au second semestre prochain,
et non en juin, comme initialement voulu par l'État. Évidemment, cinquième et dernier paramètre particulier de ce CPER, son volet mobilité. Les mobilités, on le sait, comptent en effet habituellement et en moyenne pour moitié des volumes financiers des CPER. Et ce sont celles-ci, et ce n'est pas mon collègue Michel Neugnot qui me contredirait, et ce sont celles-ci, ces mobilités, qui impriment une vraie vision du territoire, avec ses chapitres ferroviaires et routiers. Néanmoins, le volet mobilité du précédent CPER, 2015-2020, n'avait pas été pleinement réalisé en raison essentiellement de retard d'affectation de crédits de l'État. Donc si l'accord de relance 2021-2022 permet de finaliser ces chantiers, l'État n'a pas encore donné mandat au préfet de région pour le financement d'un nouveau volet mobilité pour ce CPER. Il interviendra probablement en 2023. Dans l'attente, nous avons souhaité préparer cette nouvelle programmation par l'inscription de crédits d'études dans l'actuel CPER. Et j'en profite pour répondre à mon collègue Gilles Plattret. Oui, c'est vrai que dans le cadre de ces mobilités, je défends la fin du contournement de Besançon, donc la RN 57 que vous avez évoquée, dans le cadre d'un débat d'ailleurs très riche et très constructif avec la présidente du Grand Besançon. Enfin, si je poursuis dans le commentaire, je dois aussi vous dire, et nous l'avons dit à plusieurs reprises dans toutes les réunions de préparation que nous avons faites avec la présidente, que le CPER ne doit pas être pensé comme l'alpha et l'oméga du financement de nos projets. D'autres sources de financement sont accessibles aux porteurs de projets, que ce soit d'ailleurs nos politiques habituelles, si je puis dire, de la région et de l'État, mais aussi les fonds européens de la génération 2021-2027. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous aurons à déployer sur notre territoire 400 millions de FEDER, un montant supérieur à ce que nous avions dans la précédente génération. Et je ne rappellerai pas ici les moyens quotidiens que notre collectivité déploie dans ses politiques de transport, d'économie, d'innovation, de tourisme, d'agriculture, d'aménagement du territoire, et j'en passe. Et ces moyens, il faut le dire, sont souvent supérieurs aux crédits affectés à la déclinaison opérationnelle de ce contrat. Alors, en dehors de ces préalables, comment avons-nous construit ce cadre stratégique que nous délibérons aujourd'hui? Alors, bien entendu, à partir d'un diagnostic partagé, que vous connaissez tous, sur lequel d'ailleurs nous sommes à peu près tous d'accord, et qui nous a conduit à identifier une série d'enjeux, très largement d'ailleurs amplifiés par la crise que nous vivons en ce moment. Alors, quels sont ces 6 enjeux majeurs? Le premier, l'attractivité de notre région, qui induit un effort majeur en faveur de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et de la formation, qui constituent, vous le savez, mes chers collègues, l'un des principaux éléments de réponse à ce besoin d'attractivité. Le deuxième enjeu, c'est le désenclavement de certains territoires, conformément d'ailleurs aux politiques que mène mon collègue Éric Goulet en matière d'aménagement du territoire. Le troisième, la nécessaire inclusion numérique, qui conjugue à la fois l'attractivité du territoire sans créer de nouvelles inégalités d'accès à ces outils. Et puis, bien sûr, j'aurais pu le citer en premier, l'indispensable transition écologique et énergétique qui intègre notamment la préservation de la biodiversité, de la ressource en eau et l'adaptation au changement climatique. Dernier chapitre, si je puis dire, le développement équilibré de nos territoires et un élément, comment dirais-je, qui n'était pas prévu initialement, notamment par l'État, la répartition équilibrée de l'offre culturelle, conformément à la politique que nous conduisons depuis le début de ce mandat. Je vous propose maintenant très rapidement de décliner
le cadre stratégique, politique par politique, à partir d'un diaporama qui devrait s'afficher. Alors, vous le voyez, d'abord, cette première diapo, elle présente l'architecture, si je puis dire, de nos financements. Je l'avais dit avec des mots que vous avez repris et que je ne reprendrai pas, mais des moyens historiquement très élevés. Et vous voyez que le CPER s'intègre, bien entendu, à côté des crédits habituels de la région et de notre plan d'accélération, qu'il y a à côté le plan de relance de l'État dont nous avons déjà parlé avec les budgets annuels de l'État, et enfin cette quatrième colonne qui m'est chère, qui sont les crédits européens, à la fois, bien entendu, avec le plan de relance de l'Europe, ce qu'on appelle REACT-EU, et puis les nouveaux programmes européens. Donc tout ça, c'est une architecture globale des financements des projets auxquels les territoires ont désormais accès. Alors venons-en au contenu. Donc, la présidente l'a évoqué, une thématique très lourdement financée, celle de l'enseignement supérieur, avec un volet immobilier enseignement supérieur qui touchera le développement du logement social étudiant, la rénovation énergétique des bâtiments, la modernisation des infrastructures et des équipements numériques, l'augmentation qualitative de la vie étudiante. Et puis un volet pour favoriser la recherche et l'innovation, avec des éléments qui nous sont chers, vous le savez, et sur lesquels d'ailleurs je suis sûr que nous nous retrouvons, notamment en mettant l'accent sur les axes du programme d'investissement d'avenir, avec un volet de soutien aux infrastructures de recherche et un autre volet aux projets de recherche. Ensuite, sur la thématique transition écologique, énergétique et solidaire, vous le voyez, l'État mobilisera 122 millions d'euros, la région 108. Là, dans cette thématique, nous retrouvons l'animation de la transition écologique et énergétique, la rénovation thermique à nouveau des bâtiments, le développement des énergies renouvelables, la réhabilitation des friches, l'économie circulaire, la biodiversité, l'eau et le soutien aux grands sites. Sur la thématique culture et patrimoine, thématique, je le répète, que nous avons souhaité incorporer dans le CPER, 14 millions pour l'État, 12,5 millions pour la région, nous avons choisi de soutenir la création artistique, le patrimoine et l'enseignement supérieur culturel. Sur la thématique numérique, État 13 millions, région 6, 2 sous-thématiques, la démarche d'amélioration de la couverture mobile, en complément, vous le savez, du plan très haut débit, le soutien aux usages, aux données et aux territoires intelligents, le soutien également aux usages innovants, les tiers-lieux, l'organisation et le stockage de données et le soutien à notre GIP territoire numérique. Sur la thématique de l'emploi, 4 sous-thématiques, donc le soutien à l'observation régionale de l'emploi et de la formation, l'amélioration des conditions de travail, l'accompagnement des démarches territoriales en matière de gestion prévisionnelle, la formation des salariés et une thématique économie sociale et solidaire où nous soutiendrons les dispositifs locaux d'accompagnement et, bien entendu, le soutien à notre générateur. Sur la thématique sport, l'État l'accompagnera à hauteur de 5 millions, la région également. Ce sera essentiellement le soutien aux équipements sportifs dans le cadre du pilotage qui sera exercé par cette nouvelle Agence nationale du sport. J'en viens donc à la thématique des mobilités multimodales, donc des crédits très faibles parce que le volet mobilité n'est pas à l'ordre du jour. Je vous l'avais dit tout à l'heure, le mandat de négociation du préfet par le Premier ministre ne porte que sur le solde des opérations d'infrastructure qui émargeaient au précédent CPER. Et vous avez une annexe qui détaille les opérations concernées. Voilà, et nous avons, comme je l'ai dit, décidé d'inscrire des crédits d'études pour permettre de préparer le futur volet mobilité qui interviendra
à compter de 2023. Également, la thématique égalité entre les femmes et les hommes, donc avec 3 sous-thématiques: observer le territoire, évaluer les politiques publiques à l'aune de l'égalité femmes-hommes, avec la création d'un centre de ressources régional, l'action en faveur de l'insertion économique des femmes et l'accès aux droits. Sur la thématique cohésion territoriale, donc, vous le voyez, les montants là sont plus élevés, 105 millions pour l'État, 120 millions pour la région. Donc un nouvel outil intégrateur qui est proposé par l'État, sur lequel on peut avoir des avis contrastés, notamment sur les périmètres. Là aussi, Marie-Guilde Dufay l'a dit en introduction. Mais néanmoins, dans ces contrats qui seront signés prochainement, 3 priorités, 3 orientations prioritaires: la transition énergétique et écologique, le renforcement des centralités des territoires et le développement de l'attractivité régionale. L'élaboration de ces CRTE, appelons-les ainsi, Marie-Guilde Dufay, vous l'avez dit, nécessite un petit ajustement de méthode. Nous pensons qu'il y a des territoires plus pertinents que d'autres pour ces CRTE. L'État pense qu'il faut systématiser le recours en matière de périmètre aux EPCI. C'est donc un débat. Nous pensons que quelquefois les pays, que quelquefois les pôles métropolitains, par exemple, sont plus pertinents pour conclure ce contrat. Donc la discussion se poursuit et nous en reparlerons donc prochainement. Et le message que je souhaite faire passer, c'est que si sur ces périmètres, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, nous envisageons éventuellement de maintenir une politique territoriale à une échelle qui serait peut-être différente de celle de l'État. Et enfin, toujours dans cette thématique de la cohésion territoriale, un volet métropolitain, il est prévu par les textes et il sera également inclus dans ce volet territorial. En résumé, quelques points particuliers de l'accord stratégique: des moyens notablement en hausse dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous estimons qu'avec cette enveloppe que j'ai évoquée tout à l'heure, nous sommes en capacité de couvrir à peu près les 2/3 des besoins recensés sur un seul CPER. Un maintien très important de moyens sur les enjeux de la transition énergétique et écologique, l'identification et l'émergence d'un volet numérique pour la première fois, un volet mobilité donc qui n'ira pas au-delà de 2022, un nouvel outil de l'État pour la contractualisation avec les territoires infrarégionaux que j'ai évoqué tout à l'heure. Tout ça nous amène à un récapitulatif de nos ambitions partagées, nos ambitions financières partagées avec l'État. Vous le voyez, sur les crédits contractualisés, c'est-à-dire qui font l'objet d'un engagement réciproque, nous sommes à 668 millions d'euros. Donc, vous aurez le loisir de commenter la répartition de ces montants. Sur les crédits valorisés, qui est un exercice qui me plaît moins, car les crédits valorisés ne sont pas contractualisés. Ce sont des crédits qui sont habituellement votés loi de finances par loi de finances et que l'État a souhaité afficher. Mais néanmoins, puisque l'exercice est obligatoire, nous en avons fait de même, et vous avez là le montant des crédits valorisés, donc au total 828 millions d'euros. Et tout ça nous amène à une synthèse, en espérant ne pas avoir été trop long, mais c'est quand même un point important. Vous avez donc un total de 2,7 milliards d'euros pour la période, cette fois-ci 2021-2027, où vous trouvez l'accord de relance à gauche, l'accord stratégique avec les montants que j'ai évoqués et l'accord stratégique avec ses crédits valorisés. Voilà, mes chers collègues, une présentation la plus complète, mais j'espère la plus concise, de ce contrat de plan État-région.